Bonjour, bienvenue à cette dernière visioconférence du PNMVH pour cette année. Je suis Valérie Martel, c'est moi qui anime à partir d'ici. Donc, en cette dernière conférence de 2 messages, je veux remercier les compagnies pharmaceutiques pour leur soutien, AbbVie, Bristol Myers Squibb, Gilead et Merck. Donc, aujourd'hui, notre conférence, c'est le retour du post-ASLD, donc du Liver Meeting annuel américain. On a 24 sites qui sont en visioconférence aujourd'hui, donc un peu comme d'habitude, ça va être important de fermer vos micros à distance et de ne pas oublier de les réouvrir au moment de poser des questions à la fin de la conférence. Si jamais il y a des problèmes techniques dans les sites à distance, je vous laisse encore une fois le numéro de téléphone pour ça, qui est le 1-866-220-2659. Donc une autre fois, le 1-866-220-2659. On a 2 présentateurs aujourd'hui qui vont essayer de garder un petit peu de temps à la fin pour une période de questions, mais comme ceux qui assistent fréquemment le voient, à 13 heures, ça coupe de façon très carrée là, en termes de présentation. Donc, la première présentatrice aujourd'hui va être Dr. Claire Wartel-Bladou, qui est hépatologue au service des pathologies du CHUM, spécialisée en prise en charge en réseau de l'hépatite C et en évaluation de la fibrose hépatique. Elle est également consultante à l'Institut national de santé publique pour la formation des professionnels de la santé à la prise en charge de l'hépatite C et représentante des médecins pour le PNMVH volet hépatite. Et elle va être suivie, puis je vais faire sa présentation tout de suite pour accélérer l'ensemble de l'œuvre pour la présentation, donc par le docteur Marc Deschênes, qui est professeur associé au département de gastro-entérologie de l'Hôpital Royal Victoria et de l'Université McGill. Il est directeur au département d'hépatologie du Centre universitaire de santé McGill, membre du programme de greffe de foie de l'Université McGill, et ses intérêts de recherche portent sur la greffe de foie, l'hépatite C, la qualité de vie, les marqueurs des tumeurs, le TIPS, les saignements variceux, l'acide et le diabète. Donc, on commence par le Dr. Wartel. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de l'invitation. Je vais aller dans le vif du sujet pour laisser la place à mon binôme et un petit peu de discussion derrière, on espère. Alors, voici mes conflits d'intérêts. Il y a eu beaucoup de données, ce post-ASLD, sur les données de la vraie vie, les résultats dans la vraie vie, à la fois de guérison, également de prévalence des complications. J'ai retenu ces 2 études. La première, c'est une très large cohorte qui porte sur plus de 11 000 patients, inclus dans un de ces larges registres américains avec toutes les données possibles. Et ils ont comparé entre 2006 et 2014, dans cette cohorte de patients infectés par le virus de l'hépatite C, la prévalence de la cirrhose décompensée et l'incidence de la mortalité. On avait beaucoup de données modélisées qui nous disent que le fardeau de l'hépatite C s'aggrave au Québec, comme au Canada, comme ailleurs dans le monde, parce que les baby-boomers vieillissent, les patients ne sont pas suffisamment dépistés, évalués et traités. Et donc là, ce n'est pas des données modélisées, c'est des vrais chiffres. Vous voyez qu'en 8 ans, la prévalence de la cirrhose chez les patients infectés par le virus C est multipliée par 3, la prévalence de la cirrhose décompensée multipliée par 2 et l'incidence de mortalité multipliée par 3. Et pour la mortalité, c'était 2006-2013. Donc en 7 ans, une mortalité dans la population VHC multipliée par 3. Donc le fardeau est bien là, il y a une urgence à traiter. Justement pour le traitement, les données dans la vraie vie nous montrent qu'on a, avec les molécules actuellement disponibles, les mêmes résultats que dans les études pivot. On parle là les génotypes 1, où on a des résultats de 95%, entre 92 et 95%. Aucune différence entre les molécules disponibles, quelles que soient les méthodes de comparaison, propensity score, analyse multivariée. Les molécules sont tout aussi efficaces. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la moindre réponse du génotype 2 et du génotype 3. Il fut un temps où le génotype 2, c'était formidable d'avoir un génotype 2. Là, on est à 86% de réponse dans la vraie vie. On a besoin de meilleurs résultats aussi là. Et dans cette étude du VA, qui portait sur plus de 17 000 patients, si vous regardez à droite, il y en avait presque 14 000 de génotype 1 et 4 066 éligibles pour 8 semaines de traitement. Donc c'était des génotypes 1, naïfs,
non cirrhotique, charge virale inférieure à 6 ou 2,2 millions selon la méthode utilisée. Mais seuls 1975 d'entre eux ont été traités 8 semaines. Les autres ont reçu 12 semaines. Vous voyez que l'efficacité est exactement la même. Donc le message, c'est il y a beaucoup trop de patients traités 12 semaines. Il y a une perte d'argent importante par le non-suivi de cette recommandation simple. Et je pense que nous, ici au Québec, pour les demandes qu'on fait à la RAMQ avec Harvoni actuellement, on pourrait très bien utiliser comme méthode, et c'est ce que je fais moi, je fais une demande où je demande 8 semaines de traitement. J'utilise la charge virale que j'ai disponible, même si elle date de 3 ou 4 mois. Et je demande 8 semaines de traitement sous réserve que la charge virale à J0 reste inférieure à 2,2. Et dans les cas où on a eu besoin de passer à 12 semaines, il n'y a pas de problème au niveau de la RAMQ. Donc pas la peine d'utiliser une charge virale d'il y a 2 mois, parce que la charge virale à J0, c'est celle-là qu'il faut utiliser. Alors, l'agenda. On va parler des traitements pangénotypiques en développement, de comment optimiser pour accéder à ces traitements très efficaces et au-delà de la guérison virologique. Alors ça, ce sont toutes les bien sûr pas toutes, mais j'ai retenu ces molécules-là qui ont été présentées. Donc c'est les cibles des agents antiviraux directs en développement. En bleu, les inhibiteurs de la protéase. Donc on empêche la production de protéines virales. Grazoprevir existe déjà. Il y a Glecaprevir de la compagnie AbbVie, Voxilaprevir de Gilead. Ensuite, dans les NUC, NS5B, là on inhibe la réplication. Sofosbuvir existe déjà et Merck, le nouvel NS5B, MK3682, qui n'a pas encore de nom, mais quand il aura un nom, ça finira en Uvir, puisque c'est un inhibiteur de polymérase. Et enfin, le complexe NS5A. Donc là, Ruzasvir, Merck, Biprintasvir, AbbVie et Velpatasvir, Gilead. Donc les compagnies proposent des combinaisons de ces agents antiviraux directs sur les différentes cibles. Alors, je me suis centrée sur nos problèmes qui sont le génotype 3 et puis deuxième problème, les rares patients en échec d'agents antiviraux directs, donc les génotypes 1 qui n'auraient pas répondu à une combinaison notamment avec du NS5A. Alors le génotype 3, première étude, l'étude de Polaris 3, Gilead avait un programme d'études 1 à 4. Donc là c'est la combinaison, une triple combinaison, NS5B, NS5A et inhibiteur de protéase, sauf VEL-VOX. 219 patients cirrhotiques, naïfs ou en échec de PEG-RIBA, pas en échec d'antiviral direct, PEG-RIBA. C'est une étude avec une randomisation stratifiée sur le traitement antérieur ou non. On a 110 patients dans le bras trithérapie, 109 dans le bras bithérapie. Et à première lecture, pas de différence entre les deux combinaisons. Si on regarde un petit peu plus en détail, on s'aperçoit que dans le groupe de patients F3 et F4 cirrhotiques, génotype 3, expérimentés à PEG-RIBA, peut-être que la combinaison actuelle, enfin Epclusa, n'est pas suffisante et que là on aurait un bénéfice à utiliser la triple combinaison sauf VEL-VOX. Peut-être que Gilead utilisera ça en rescue. Ce n'est pas très clair encore comment les triples combinaisons ou les bithérapies vont être utilisées. Il y avait seulement 4 échecs thérapeutiques dans cette étude. Il faut quand même voir les taux de réponse excellents. Aucun impact des RAS qui étaient présents à baseline et pas d'émergence de RAS au cours de la triple thérapie. Deuxième étude sur les génotypes 3, l'étude de Merck. Donc ça, c'est les études Seacrest. C'est à nouveau une triple combinaison, une dose fixe totale sous forme de 2 comprimés. Et là, Seacrest intéresse des patients
de génotype 1, 2 ou 3. Donc, vous pouvez voir que pour les patients de génotype 1, c'est 8 semaines qui a été comparé à 12 semaines. La bithérapie, 8 semaines de trithérapie versus 12 semaines de trithérapie. Alors que pour les patients de génotype 2 ou 3, on a rajouté un bras à 16 semaines. Certains des bras comportaient également de la ribavirine. Donc 664 patients pour notre groupe de génotype 3. On voit que 45% d'entre eux étaient en échec à PEG-RIBA. Il y avait quand même 35 à 43% de tout l'ensemble de ces patients qui étaient cirrhotiques. Alors vous voyez qu'on a d'excellents résultats. Peut-être pour le génotype 1B, 8 semaines suffiraient. Mais pour les autres génotypes, 12 semaines semble la meilleure combinaison. Et on voit que pour les génotypes 3, 12 semaines est tout à fait efficace avec cette triple combinaison. Je vous rappelle, 45% cirrhotiques. Il n'y avait pas d'impact du fait d'être cirrhotique, du fait d'avoir été traité avant par PEG-RIBA ou non, du fait de recevoir ou non de la ribavirine. Donc pas besoin de ribavirine pour cette combinaison-là. Et enfin, la compagnie AbbVie, donc là c'est l'étude Surveyor, c'est également donc, toujours génotype 3. Les patients étaient cirrhotiques ou non cirrhotiques, naïfs ou expérimentés, et dans cette étude-là, ils pouvaient être expérimentés à sauf ribavirine. Donc c'est une bithérapie là, donc là AbbVie est plutôt passé vers épurer la combinaison, qui se donne en 3 comprimés par jour. Et vous voyez ici qu'on retrouve à nouveau peut-être un impact du fait d'avoir été traité auparavant par PEG-ribavirine et que là, 12 semaines de traitement pour les patients expérimentés ne suffit pas. On est à 91% alors que les autres bras 96-98. Mais dès qu'on passe à 16 semaines avec cette bithérapie, on arrive au même taux de réponse. Donc on a, avec toutes les combinaisons à venir, d'excellents résultats pour nos génotypes 3 cirrhotiques, qu'ils aient été traités ou non par PEG-RIBA. Deuxième problème, nos rares patients en échec d'un traitement antiviral direct. Là, je me suis centrée sur Polaris 1 parce que c'était un échec, c'est la plus grosse étude d'échec de traitement comportant un anti-NS5A. Et donc 415 patients de génotype 1 à 6, c'était toutes sortes de combinaisons auxquelles ils avaient pu être exposés. Et l'étude comparait 12 semaines de Sofvelvox à un placebo. Et vous voyez que dans cette étude, on a, quels que soient les génotypes, d'excellents résultats. Le génotype 4 vous semble un peu plus bas, mais les 91%, c'était pas que des échecs virologiques. Il n'y a que 22 patients dans le génotype 4. Un n'était pas un échec virologique. Et au total, dans cette étude sur 415 patients, 7 échecs seulement dans le bras qui a reçu la combinaison, tous cirrhotiques. Et on n'avait pas d'impact. La majorité des patients avaient des NS5A présentes au départ et il n'y avait pas d'impact de la présence des NS5A sur la réponse. Donc si on a des patients en échec, on va avoir des combinaisons qui viennent super puissantes, super efficaces, et on est mieux d'attendre ces combinaisons-là que d'aller proposer des combinaisons, parce qu'il y a eu des choses proposées également, comme par exemple l'association Zépatier-Sofosbuvir plus ou moins ribavirine, ça c'est l'étude ANRS Revenge, et on a des bons résultats. Mais ça va être plus compliqué d'avoir accès à ces traitements-là actuellement. Mais si jamais on en avait besoin, ils sont actuellement disponibles. Est-ce qu'on va pouvoir aller vers des durées de traitement courtes ? Ici, je vous présente une des études de la série Endurance, c'est la compagnie AbbVie toujours. Donc là, la bithérapie ou GP, donc une dose fixe en 3 comprimés par jour. Et là, c'était une étude chez des patients de génotype 1, non cirrhotiques, qui avaient pu être traités ou non par PEG-RIBA et sauf PEG-RIBA. 5% d'entre eux étaient co-infectés VIH. Et vous voyez que là, avec 8 semaines de bithérapie, on n'est pas inférieur
à 12 semaines. Donc c'est une combinaison qui pourra être courte dans cette population où 80 à 85% des patients étaient F0, F1. L'étude Polaris 2, donc là c'est des patients naïfs également, de génotype 1 à 6, qui pouvaient être cirrhotiques, sauf les génotypes 3 qui n'étaient pas cirrhotiques, ça c'est l'étude Polaris 3. Et là, ils ont comparé 8 semaines de la nouvelle combinaison à 12 semaines de Epclusa. Le résultat global de l'étude, c'est que les critères de non-infériorité de la triple combinaison par rapport à la bi n'étaient pas atteints. Donc ça veut dire qu'en fait, on avait une infériorité. Vous voyez, 95 versus 98. Si on détaille, on s'aperçoit que cette infériorité est liée essentiellement à la présence de la cirrhose du foie. Donc la cirrhose a l'air de revenir peut-être comme un facteur prédictif des rares échecs. Alors, passons à l'optimisation. Donc, pour résumer, enfin ça on va le voir dans la conclusion. Alors, l'optimisation, je vais sauter celle-là pour aller un peu plus vite. Le dépistage. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a un dépistage sur cohorte de naissance. C'est le seul pays avec, je crois, une des provinces au Canada, dans le nord, je ne me rappelle plus le nom, où il y a aussi une cohorte de naissance pour le dépistage. Donc, est-ce que les médecins arrivent à faire le dépistage tel que recommandé? Donc là, c'est à Portland, en Oregon, un système de santé avec plus de 250 000 baby boomers. Ils ont évalué, à partir des dossiers électroniques, sur une période de 1 mois, en juillet 2015, le nombre de patients éligibles et qui ont été dépistés. 12 344 patients. 1882 avaient déjà été testés. Il en reste quand même 10 000. Et sur les 10 000 qui étaient éligibles ce mois-là pour être dépistés, selon la recommandation, il y a eu 131 patients dépistés. Donc, la pénétration de la recommandation, la mise en place de la recommandation, et là on est en 2015, c'est 3 ans après, c'est difficile. C'est très difficile d'arriver à mettre en place ce dépistage-là. Alors, chaque État ou chaque groupe de santé a des idées. À Baltimore, c'était un système où il y avait quand même 33 000 baby boomers. Après 2 ans de mise en place des guidelines, il y avait seulement 10% de dépistage. Alors, ils ont décidé de mettre en place un système de pop-up dans les dossiers électroniques, numéro 1, et aussi de mettre en place une lettre aux patients, baby boomers, après avoir avisé, après l'accord du médecin traitant. Est-ce que le médecin traitant est d'accord pour qu'on envoie une lettre pour qu'il soit dépisté? Lettre signée par le médecin traitant. Et en faisant ça, 300% d'augmentation du dépistage. Ça veut dire il faut mettre en place des mesures accompagnatrices. Est-ce qu'on peut traiter des populations vulnérables en milieu communautaire? Oui. Ça, c'est une étude londonienne, une étude prospective. Donc ça, c'est le fer de lance du docteur Martel, le point of care. Et donc là, ce sont des patients usagers de drogue dans un centre de substitution où on propose du dépistage rapide sur capillaire, prélèvement capillaire, fibroscan, traitement antiviral et évaluation des outcomes des patients. Et vous voyez que c'est une population, il y avait quand même 40% de cirrhotiques, 32% de pathologies psychiatriques, 22% d'usagers de drogue actifs. Et le système qui est mis en place est vraiment très efficace puisqu'on offre le dépistage, il y a plus de 90% qui l'acceptent. Sur les 200 à qui on trouve des anticorps, il y a 163 qui font la PCR, il n'y a pas de perte entre la sérologie et la PCR, 115 qui sont éligibles au traitement. Puis là, les 49, ce n'est pas qu'il y a un drop, c'est qu'il faut que l'étude se fasse, c'est les résultats préliminaires. Et là, on parle d'une infirmière expérimentée, clinicienne, et la supervision d'un hépatologue, mais qui n'est pas là tout le temps, là, sur le point of care. Donc, on a des taux de guérison qui sont comparables aux essais pivots.
Est-ce que ça doit être un médecin spécialiste qui doit suivre les patients avec une hépatite C ou les médecins généralistes ou une infirmière? Donc ça, c'est une étude longitudinale en milieu communautaire, traitement par l'Edipasvir, Sofosbuvir, randomisé entre les différents spécialistes, les différents professionnels, pardon, et on évalue le taux de guérison et le taux d'adhésion au suivi. Et vous voyez que selon que le prescripteur et qui suit le patient soit le médecin spécialiste, le médecin omnipraticien ou l'infirmière, on a les mêmes taux de guérison. Et on a un meilleur taux d'adhésion aux visites des patients cirrhotiques lorsqu'ils sont suivis par l'infirmière. Et ça, c'était significatif. Et ça, c'est important, parce qu'on va s'apercevoir que des cirrhoses C guéries, on va en avoir beaucoup. Et c'est important de les suivre, qu'ils soient dépistés, qu'ils soient vaccinés, qu'ils aient les bilans biologiques. Donc si on a un meilleur suivi de cirrhotiques avec les infirmières, c'est sans doute des choses auxquelles on doit réfléchir pour nos patients qui vont être guéris. Est-ce que les professionnels qui font les médecins omnipraticiens qui sont formés au traitement de l'hépatite C sont satisfaits de leur pratique? Ça, c'est une expérience que j'ai trouvée très intéressante, où ce sont des omnipraticiens qui forment des omnipraticiens. En juin 2015, ils ont lancé ce mentorat qui est sous forme d'ateliers de formation d'une demi-journée, des réunions trimestrielles up-to-date, des guidelines, discussions de cas, des protocoles développés localement et les téléphones, e-mails des mentors disponibles. Un an après, ils ont évalué auprès des 31 médecins formés leur satisfaction. 25 répondants sur les 31, 17 qui avaient initié des traitements chez 127 patients et pour ceux qui avaient fini le follow-up, 96% de guérison. Et surtout, quand on interroge les médecins sur leur satisfaction, visite d'hépatite C versus visite classique, 82% sont plutôt plus satisfaits de voir un patient pour hépatite C. 88% passent autant ou moins de temps, parce que ça c'était un critère qui revenait, oui mais ça prend du temps, puis là ça montre que non, et 100% des médecins étaient intéressés pour poursuivre cette pratique. Et enfin, au-delà de la guérison virologique, un des thèmes chauds, c'est la réinfection. Je vous présente 3 données. Ça, c'est la cohorte British Columbia Tester. C'est une très grosse cohorte, 1,5 million de personnes, 67 000 dépistées pour l'hépatite C, anticorps positifs. Non, excusez-moi, 1,5 million de personnes testées, 67 000 anticorps anti-VHC positifs. Dans cette cohorte et dans ce système en Colombie-Britannique, tout est centralisé. Les sérologies, les traitements, donc ils ont une foule de données administratives ou médicales qu'ils peuvent analyser. Et là, ils se sont posé la question de comparer l'incidence de la réinfection entre les patients qui ont une clairance spontanée, un usager de drogue qui s'infecte et qui claire, on sait qu'il y en a beaucoup qui clairent, et les patients qui sont traités pour une hépatite C et guéris. Donc on compare ces deux choses et on regarde les facteurs associés. Traitement de substitution opioïde, co-infection. Qu'est-ce qui sort? C'est que il y a plus de réinfection chez les patients qui clairent spontanément, ce qui fait assez du sens. Si je suis usager de drogue, que je m'injecte, que je claire, je me réinjecte, je reclaire. Je ne suis pas dans une politique de santé où je prends soin de moi, alors que si je suis dans un traitement d'hépatite C, on peut espérer qu'on accroche un système de santé et qu'on va réduire les expositions au risque. Donc, 3 facteurs ressortaient comme augmentant l'incidence de réinfection. On parle en incidence pour 100 personnes années, la clairance spontanée par rapport à la clairance post-traitement, la co-infection VIH et le fait d'être usager de drogue. Et si on regarde les facteurs ici en termes de risque par rapport à un groupe par rapport à l'autre, les patients co-infectés VIH-VHC avaient 2,39 fois plus de chances de se réinfecter que les non co-infectés. Le fait de voir au moins une fois un psychiatre ou psychologue en consultation diminuer de 30% le risque de réinfection.
le fait d'avoir un traitement de substitution opioïde diminue de presque 30% le risque de réinfection. Donc ça, c'est la preuve par A plus B que l'accompagnement diminue la réinfection. L'autre étude, COSTAR, ça c'est une étude, la première grosse étude qui avait traité des usagers de drogue actifs et qui avait démontré que l'adhésion et l'efficacité du traitement avec les antiviraux directs était similaire aux patients non usagers de drogue, malgré la poursuite avec des tests d'urine positifs de drogue consommation de drogue pendant le traitement, on était à 96% de guérison. Les patients ont ensuite été inclus dans la partie B de l'étude, un suivi qui est sur 3 ans, un suivi tous les 6 mois. Il y a 199 patients qui sont rentrés dans la partie B sur les 300 patients initiaux et ils étaient comparables à ceux qui ne sont pas rentrés dans la partie B en termes de cirrhose et d'usage de drogue. Un premier résultat, c'est que quand on interroge les patients, on s'aperçoit que, vous regardez la colonne de droite, No Drug Use, dans le suivi, jusqu'à 44% des patients ne rapportaient plus d'aucun usage de drogue dans les 6 derniers mois. Donc le bénéfice de l'éradication du virus C sur l'usage de drogue. Ça, c'était donc ce bénéfice. Et en termes de réinfection, donc là, 8 réinfections sur la totalité des patients qui sont rentrés dans la partie A et le suivi de la partie B. Donc dans la partie B, il y en a 2 qui sont réinfectés, donc plus de 6 mois après la fin du traitement. Mais les 8 réinfections, ça ne veut pas dire 8 hépatites chroniques, puisqu'il y en a qui ont clairé. Finalement, au total, vous regardez le tableau d'en dessous, il n'y a que 5 patients qui sont restés positifs, qui n'ont pas clairé. Ils sont réinfectés, reprise d'usage de drogue, mais 3 ont clairé. Ce qui fait que l'incidence totale de réinfection dans cette étude qui est en cours est de 2,8 pour 100 personnes années. Et ça, ce chiffre-là, c'est, si vous regardez en bas de cette étude-là, c'est à peu près le même, 2,8. Donc là, on a des données européennes qui nous disent que chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes infectés par le VIH, on a des données alarmantes de réinfection par le virus C après guérison d'une hépatite C. Mais on n'avait pas de données américaines. Donc là, ils ont fait ce travail-là à San Diego sur la plus grosse clinique VIH, une étude rétrospective de 2008 à 2016, 1092 sujets VIH positifs, VHC négatifs, et ils ont comparé l'incidence primaire versus la réinfection après guérison. 40 patients se sont séroconvertis pour le virus C, ce qui fait un taux d'incidence primaire de 1,16 pour 100 personnes années, alors que sur les 43 patients en guérison après traitement, 3 se sont réinfectés, 2 via usage de drogue, 1, il n'y a pas de notion d'usage de drogue, ce qui nous fait un taux de réinfection 2 fois plus élevé. Donc on reste avec ce chiffre-là pour l'instant de 2,83 pour 100 personnes années. Et pour finir, il y avait une présentation de la cohorte EPAVI de la NRS française qui montrait les facteurs de mortalité chez les patients co-infectés VIH-VHC guéris d'une hépatite C. Ils sont guéris, ils sont en révision en réponse virologique soutenue. Quels sont les facteurs de mortalité? Entre autres, ressortait le syndrome métabolique comme facteur net de mortalité. Et on sait que chez nos patients cirrhotiques, ils peuvent guérir d'une hépatite C, mais s'ils développent derrière une NASH, c'est en soi un risque de morbidité. Alors comment contrer ça? Éviter la stéatose hépatique, ça c'est une très large étude qui a porté sur plus de 9000 sujets inclus, où les patients avaient un questionnaire sur l'heure des repas, la quantité des calories notées, ils avaient une échographie abdominale de fait, et dans cette analyse ajustée sur l'âge, le sexe, l'ethnicité, le tabac, l'alcool et l'apport calorique, il s'avère que prendre un pourcentage plus élevé de calories le matin plutôt que dans le reste de la journée diminue le risque de stéatose.
sauter un repas, en particulier le déjeuner ou le dîner, augmenter le risque de stéatose de 20-73%. Donc on reste avec l'adage de nos grands-mères. Un déjeuner de roi, un dîner de prince et un souper de pauvre. Et ça diminuera la stéatose hépatique. Alors voilà, la conclusion. On a des molécules très efficaces d'ores et déjà pour le génotype 3, même si cirrhotique, même si expérimenté. Nos échecs de A à D, on va avoir des retraitements rapidement très efficaces, même s'ils ont des mutations de résistance NS5A. Mais ça ne suffira pas. Il faut absolument optimiser l'accès au traitement, le dépistage, l'évaluation. Il y a toutes sortes d'expériences très innovantes et créatives. Voilà, je passe la parole à Marc. C'est ça que j'utilise, faire le pointer. Oui, ça va pour que les autres le voient. Oups, non. On vous a donné un numéro de téléphone tout à l'heure à appeler, mais pas besoin d'appeler, c'est pas un problème d'audiovisuel. C'est malheureusement ma voix pour aujourd'hui. Pour commencer, mes conflits d'intérêts, absolument, dans les 12 derniers mois, ça a été surtout les ad-board avec ces compagnies-là. Alors que Claire a traité plus largement du traitement, moi, je vais traiter plus de sujets précis dans le contexte de l'hépatite C. La cirrhose décompensée, les carcinomes hépatocellulaires, quelques mots sur la transplantation et l'insuffisance rénale, l'hépatite B, surtout la co-infection, et les risques d'hépatome qui demeurent chez ces patients-là. Dire un mot sur possiblement des nouveaux traitements. Et puis, si on a le temps, l'hépatite delta. Je dois vous aviser que pour préserver les 5 minutes de questions à la fin, ça se peut qu'on m'avise qu'on aille au-delà du temps. Ce seraient les dernières sections là, qui seraient les plus aptes à être coupées. Le congrès 2015 de la ASLD s'était fait un peu sous le nuage gris d'un avis de FDA où on disait que Olkiropac, ou son nom ici aux États-Unis, était associé avec une toxicité médicamenteuse qui amenait l'insuffisance hépatique durant le traitement, et puis donc de ne pas faire ça. Maintenant, je dirais que c'est pas mal gravé dans la pierre qu'on ne doit pas donner d'inhibiteur de protéase chez les gens qui sont en insuffisance, qui ont une décompensation puis qui ont l'hépatite C. Cependant, habituellement, le FDA, quand ils sortent un avis comme ça, ils suivent ça d'une publication en bonne et due forme dans Hepatology qui explique leur raison. Seulement, c'est bien réfléchi. On attend toujours cette publication-là. En attendant, je suis intéressé à ce poster-là ici, de SPROD, c'est Olkiropac, Increase the Risk of Decompensation and Renal Insufficiency in Patients with Cirrhosis. Une grosse banque de données, des milliers de patients qui ont été traités. Puis ici, on nous montre le taux de décompensation par 1000 traitements initiés chez les patients qui ont l'hépatite C. Quand on regarde ici, en gros, il n'y a pas l'air d'avoir de grosses différences, en tout cas statistiquement significatives, entre le PROD, le SIMSOF, puis le sofledipasvir. Comme on pourrait s'attendre, le taux de décompensation était plus élevé chez les patients qui ont une cirrhose. Si on va chez les gens qui ont un MEL de plus que 10, encore une fois, PROD 27, sofledipasvir 25, le SIMSOF est un petit peu plus élevé. Mais encore une fois, des différences qui n'étaient pas statistiquement significatives. Donc, on trouve que la cirrhose peut être associée avec la décompensation. Est-ce que c'est le traitement? En tout cas, comme bruit de fond, c'est des milliers de patients, ça ne ressort pas du tout. Je pense qu'on demeure un peu dans les limites de ce qu'on pourrait s'attendre. Un score de MEL de 10 et plus, on pourrait s'attendre à une mortalité de 5 à 6 % chez les 12 prochaines semaines. Je ne sens pas voir ici quelque chose qui ressort bien gros de ça. Je ne peux pas recommander de donner des inhibiteurs de protéase chez les patients qui ont une cirrhose décompensée. Cependant, je pense que ces données-là sont intéressantes parce qu'il y a des nouvelles molécules qui s'en viennent dont on va peut-être avoir à se servir chez certains patients. Et puis, les nouvelles combinaisons qui vont inclure des inhibiteurs de protéase, ce serait le fun qu'on ne serait pas complètement fermé la porte à ce niveau-là, puis que c'est quelque chose, une option qui peut être encore ouverte chez des adultes consentants, le patient et le docteur.
Excusez-moi. Encore chez la cirrhose décompensée. L'année dernière, on nous avait présenté les belles données de Astral 4 avec un bon taux de succès. Puis ce qu'il y avait de cool, c'est que la plupart des patients qui avaient une réponse soutenue s'amélioraient. Donc, les pour de traiter un patient qui a une cirrhose décompensée, bien, ça serait le fun de le traiter, qui s'améliore et d'éviter une greffe. L'autre chose, c'est si on fait le traiter avant la greffe, on pourrait peut-être avoir des meilleurs résultats avec moins de variables. Si l'hépatite C est traitée, bien là, on n'a pas à s'en faire quand les enzymes sont élevées, si c'est du rejet ou de l'hépatite C. Et puis, si le patient est traité, bien, dépendant de ce qu'on voulait utiliser comme traitement, on peut éviter possiblement des interactions médicamenteuses après la greffe. Les facteurs comptent. Il y a le contexte, ce qu'on appelle la notion du purgatoire MELD, l'idée de traiter un patient avec succès, il élimine le virus, il est mieux, mais il n'est pas bien. Et puis là, il y a encore besoin d'une greffe, mais son score de MELD est mieux, puis il a perdu une priorité sur la liste d'attente. L'autre chose, c'est que le taux de réponse soutenue est plus faible, au moins 10%, sinon 15% avec ce qu'on a en ce moment. Et puis, il y a le souci d'avoir introduit des médicaments qu'on va devoir, des médicaments de même classe qu'on va devoir réutiliser après la greffe. Et puis, ce qui est sorti de EASL, le Congrès européen, au printemps, c'est qu'il y a un souci pour les gens qui avaient un hépatome, puis il y a des gens qui sont listés pour des hépatomes, qu'avec un succès de traitement, il y a peut-être plus de récidives et plus agressives dans les mois qui suivent le traitement. Moi, j'ai personnellement un patient, c'est peut-être juste un hasard, qu'on avait sur la liste, puis on a dû le délister parce que son hépatome il a pris beaucoup plus d'ampleur tôt après une réponse soutenue de traitement. Donc, le débat demeure, c'est quoi jusqu'à quand qu'on devrait traiter. Ici, c'est une présentation « Optimal Timing of Hepatitis C Treatment for Patients on the Liver Transplant Waiting List ». C'est un monsieur qui avait l'air à dédier son doctorat en statistique à ça. Et il avait, même si ce n'était pas un hépatologue, il avait certainement regardé les choses de fond en comble pour faire sa présentation. Il a construit un modèle de Markov. Il s'est basé sur les données des patients sur UNOS pour faire des simulations de ce qui arriverait de ces patients-là sur la liste d'attente. Puis en termes de traitement, il s'est basé sur différentes données, mais surtout celles de SOLAR pour faire ces simulations. Regardez des génotypes 1 et 4, puis après ça, le Quality Adjusted Life Years. Je pense qu'on peut voir que c'est pas subtil pour les patients qui ont un MELD en bas de 20, OK, qu'ils bénéficient. Après ça, ça dépend de la région de UNOS, dans l'OPO qu'ils étaient. Ça dépendait des MELD de 22-26 pour lui trouver une valeur optimale de traité. Ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que le Français qui avait présenté les données que je vous ai présentées l'année passée s'est levé pour aller au microphone pour dire « Oui, OK, mais nous, on a observé que c'est rare quand un patient a un MELD de 20 au départ qu'on va lui éviter une greffe. » Donc, je pense que quand on arrive dans ces MELD-là, je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'on peut se sentir à l'aise, certainement pour des patients qui ont des MELD de 18 ou moins, qu'ils ont des chances d'en bénéficier et puis de ne pas nécessiter une greffe. Le gros sujet chaud de ces temps-ci, j'ai fait allusion un petit peu, c'est le contexte des hépatomes. Ça, ce n'est pas des connaissances nouvelles. Les données étaient nouvelles, mais les connaissances sont pas. Je vais juste présenter ça pour mettre le terrain, mettre la table pour suivre le reste de l'histoire. Un groupe canadien a présenté ces données avec le traitement pour l'hépatite C. Et puis ça, c'était des traitements qui étaient à base d'interféron parce que l'étude, ils ont fini enrôlé en 2012. La médiane de suivi, c'est 5,6 années. Puis, pas une grosse surprise, les patients qui ont une réponse soutenue avaient un taux d'hépatome plus faible que ceux qui n'avaient pas de réponse soutenue. Quand on regarde les cirrhoses, encore une fois, les gens qui ont une cirrhose ont un plus haut taux de cancer que ceux qui ne l'ont pas. Puis ceux qui ont une cirrhose, particulièrement, bénéficient d'autant plus d'avoir été traités. Passons maintenant à d'autres choses. Long-term follow-up post-SVR with compensated or decompensated cirrhosis following soft-base therapy. Des patients qui étaient dans des études de Gilead ou qui ont été traités avec du sofosbuvir, on leur a permis de s'enrôler dans cette grosse banque de données-là. Beaucoup de patients, au-dessus de 1000. Il y en avait 177 qui étaient Child-Pugh B, puis 24 qui étaient Child-Pugh C. On peut noter que les Child-Pugh B
peu se sont détériorés. Il y en a qui sont restés pareils. Beaucoup sont devenus Child-Pugh A. Les Child-Pugh C, quelques-uns sont restés comme ça, mais la majorité se sont améliorés pour devenir Child-Pugh B ou Child-Pugh A. Ce qui est intéressant, c'est que l'incidence de nouveaux hépatomes chez ces patients-là était de 0,5 par 100 patients année si on parlait d'une cirrhose compensée au départ. Tandis que c'était 2,6 par 100 patients année chez ceux qui avaient une cirrhose décompensée. Je pense qu'on doit tenir ça en ligne de compte parce que je pense que les nouveaux traitements antiviraux oraux nous ont permis de traiter des patients d'une cirrhose décompensée qu'on ne traitait pas avant. Donc, juste faire attention quand on regarde les taux d'hépatomes qu'on voit avec les traitements. Une étude d'Italie, ici, une grosse banque, 2279 patients qui étaient enregistrés dans leur banque de données, le Navigator, en Italie. Des patients qui n'avaient pas d'hépatomes au préalable, puis qui ont été suivis avec le dépistage qu'on fait habituellement aux 6 mois. Ils n'ont pas noté un plus haut taux d'hépatomes, mais ils ont regardé la configuration des hépatomes, si c'était un simple nodule ou ça avait de l'air plus agressif. Puis quand on présente ces données-là en termes de temps, OK, le temps zéro, c'est le début du traitement. Et ici, on ne le voit pas, mais à la présentation orale, on voyait, dans les 9 premiers mois après l'initiation du traitement, on a l'impression de voir des hépatomes qui sont peut-être un petit peu plus agressifs, puis après ça, ça se nivelle. Ça va falloir que ce soit vérifié par d'autres, mais c'est intéressant. Donc, il va falloir faire des dépistages d'hépatomes. Comment sommes-nous bons à faire ça? Ici, ça regarde, c'est dans le contexte universitaire Stanford. OK, donc on penserait qu'ils sont relativement bons. OK, ils regardent, c'est rétrospectif, comment ils ont réussi avec leur dépistage. Ce qu'on vise, c'est un dépistage avec une échographie aux 6 mois. Moins de 20% des patients ont eu ça. Ce qu'on pourrait juger d'acceptable, c'est que ça se fasse en dedans d'un an. Quand on regarde ici, en tout, moins de 40% des patients ont eu ce suivi-là en dedans d'un an. Donc, au-dessus de 60% ne l'avaient pas. En univarié, on a trouvé que les femmes, plus que 50 ans, cirrhose décompensée, les Asiatiques, on figurait qu'ils en ont beaucoup dans cette partie-là du monde. Et puis, le nombre de visites était associé avec un dépistage adéquat, au moins dans 12 mois. Et puis ici, pas une grosse surprise, encore une fois, si on regarde la population qu'il y a, c'est les Asiatiques qui avaient plus d'hépatomes. Ce qui est intéressant, c'est que si tu faisais un dépistage adéquat versus pas adéquat, c'est que tu avais beaucoup plus de lésions agressives avancées où tu ne peux plus offrir de gros traitements afin d'avoir une guérison, ou loco-régionale, ou une chirurgie, une transplantation. Et puis les facteurs qui étaient associés avec ça, c'était, bon, il y avait les Asiatiques, une cirrhose décompensée qu'on penserait, sont suivis de près par leur médecin, et puis ceux qui venaient à la clinique le plus souvent. Donc, juste faire attention, a priori, il va peut-être y avoir un problème quand on va essayer de se libérer de ces patients-là, puis de déléguer ces actes-là, puis essayer de dépistage des hépatomes. Si on ne suit pas de près, ils vont passer à côté. Malheureusement, la plupart des patients qu'on diagnostique avec un hépatome sont avancés. Il y a juste 33% qui sont des petits hépatomes pour qui on peut faire une guérison. En ce moment, on a le sorafenib qu'on peut faire. Oui. Il y a une partie qui a été coupée, je pense, en envoyant la diapo. Ici, on regarde les résultats de nivolumab chez les patients qui ont un hépatome avancé. Et vous avez sûrement entendu parler de l'immunothérapie, les checkpoints, les bloqueurs de checkpoint immunitaires qui visent le PDL1, Programmed Death Ligand, puis Programmed Death 1. Essentiellement, une inhibition qui permet de rétablir l'immunité contre la tumeur. Ça a des gros succès dans le traitement du mélanome. Et puis ici, regardez ça dans le contexte de l'hépatome. Et puis, il y avait différents régimes, comment c'était dosé, les médicaments, puis on n'ira pas là-dedans en détail. Ils ont traité des patients pas infectés, d'autres qui avaient l'hépatite C, puis d'autres qui avaient l'hépatite B. Dans les non-infectés, ils ont même traité des gens qui, maintenant, le perçaient à travers le sorafenib. En gros, il y a au moins un arrêt de progression temporaire chez 68% des patients.
Et puis, tous les sous-groupes semblaient bénéficier, même ceux qui n'avaient pas de PD-L1 dans la tumeur. Puis, la médiane de survie était de 14 mois. Ce qui est quand même pas pire quand on pense à un patient qui perce le sorafenib, de pouvoir lui donner peut-être près d'un an. On va attendre plus de données là-dessus, mais ça serait intéressant de contempler. Il y a plusieurs études qui se font dans la région de Montréal, si jamais vous avez des patients pour qui vous ne pensez pas rien pouvoir offrir. Pour ceux qui ont fait des consultations à l'urgence, les patients qui ont des mélanomes, on est familier avec le fait que ces gens-là ont l'air à faire une hépatite genre auto-immune avec des enzymes élevés. C'est un des effets secondaires de l'immunothérapie. Ici, ils ont observé des enzymes élevés chez 16 % des patients qui avaient du groupe hépatite C, 10 % du non-infecté. Puis pour une raison quelconque, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe chez les HBV qui sont sous traitement. Ils n'ont pas vu ça. À noter, il n'y a pas eu de réponse virale soutenue avec cette poussée d'enzymes-là. Puis ici, on vous montre la charge virale durant le traitement et chez ces patients-là qui ont des transaminites. Et puis, il semble les avoir traités comme on traite les patients en ce moment qu'on voit avec des corticostéroïdes pour apaiser l'hépatite. L'insuffisance rénale. Un sujet qu'avait bien cerné Merck avec son Zepatier il y a 2 ans avec l'étude Sea Surfer. En 2015, AbbVie nous avait présenté les résultats de Ruby 1, qui du génotype 1A, génotype 1B. Ces patients-là étaient traités avec Olkiropac, avec la ribavirine, si génotype 1A. En passant, les patients n'avaient pas bien toléré la ribavirine, donc beaucoup ne l'avaient pas pris, dans le fond. Puis le taux de réponse soutenu était au-dessus de 90 %. AbbVie revenait à la charge, ici avec Ruby 2, génotype 1A, génotype 4. Et puis ici, on donnait Olkiropac et Tecnivi sans ribavirine. Puis vous pouvez voir des taux de réponse soutenus qui sont très intéressants. Puis à vrai dire, le patient ici, génotype 4, c'est parce qu'on y a arrêté, parce qu'on y a offert une greffe de rein. Donc, un bon taux de succès. Et puis, ils ont fait des pharmacocinétiques chez les patients à la dialyse, puis ça ne semble pas être affecté avec l'insuffisance rénale et ou la dialyse. La nouvelle combinaison qui s'en vient de AbbVie, le GP, dont Claire nous a parlé. Et ici, ça a été essayé chez les patients de tout génotype avec cirrhose qui avait été traité ou non avant. Et puis, on va rendre ça simple. Le taux de succès était de 98 %. Donc, ça ne semble pas que ça va être un problème avec la nouvelle combinaison également. Quand je vais à la SLD, je me dis un petit clinicien qui essaie de comprendre le monde autour de moi. Et puis, c'est toujours le fun de pouvoir relier ça à ma clinique. Dans les semaines avant de quitter pour la SLD, c'est mon patient, un Italien, monsieur 62 ans, qui a reçu une greffe de foie 15 ans auparavant. Son hépatite était revenue, génotype 1A, mais ses enzymes étaient normales depuis le jour 7 après la greffe. Donc 15 ans, on parle des enzymes dans la vingtaine. Je pense 28 a été le plus élevé qu'on a eu en 15 ans. Fait un fibroscan en 2015, 4,1 kPa. Donc ce patient-là se portait bien. Mais le traitement était disponible. Et puis bon, finalement, on y a offert. A été traité à revenir ribavirine, 12 semaines, puis il y a eu une réponse soutenue. Mais au même moment qu'on a eu cette réponse soutenue-là, les enzymes étaient maintenant élevées. Son immunosuppression était demeurée la même, un tacrolimus dosage à peu près 4,2, puis ça n'avait pas été ajusté, c'était comme ça depuis un bon moment. À la biopsie, le pathologiste me rappelle, « Docteur, ton patient a l'hépatite C, il y a des cas d'apoptose, mais moins pas beaucoup, mais il y en avait. » Et puis, il me demande s'il ne fait pas un rejet. Ouais. Fait que on a répété, il n'y a pas d'autres virus. L'HCV-RNA est bien négatif. Et puis, j'ai augmenté son tacro pour le tenir autour de 8, puis les enzymes diminuaient. Donc, ma surprise, quand j'étais assis le beau dimanche matin à Boston, et puis le 4e présentateur est arrivé avec Prevalence of Occult HCV Infection in Post-Liver Transplant Patients. Ici, il décrivait 16 de 163 patients qui avaient des enzymes élevés après avoir obtenu une réponse virale soutenue. Puis, ils en ont étudié 11 des 16. Eux, ils sont attardés à regarder s'il y avait des infections occultes. Ils en ont trouvé 3 qui avaient des brins d'HCV-RNA dans le foie, puis 2 dans les monocytes périphériques des 11 patients. Je ne sais pas la signification. Moi, mon patient a répondu, je l'ai traité comme si c'était un rejet. On voyait ça avant avec l'interféron.
Est-ce que c'était l'interféron? Je ne sais pas. Ici, ils sont attardés à la question, est-ce que ça peut être infection occulte? À noter que de façon intéressante, il y avait une publication dans Gastroenterology le mois précédent où on regardait la présence de brins d'HCV-RNA dans les explants pour la greffe de patients qui avaient été traités avant. Puis il n'y avait pas une bonne corrélation entre la présence d'HCV-RNA dans le foie et la récidive après la greffe. Ce serait une histoire à suivre. OK. Et il y a un petit peu une règle en hépatologie que quand on est affecté par 2 virus hépatotropiques, tu vas te comporter comme un, pas les deux en même temps, à moins que ce soit un contexte d'immunosuppression. Donc, les hépatites D, tu vas te présenter comme du D ou du B. Les hépatites B et C, tu vas avoir du C ou du B, mais c'est rare que tu vas avoir de l'HCV-RNA et de l'HBV-DNA dans le sang en même temps. Puis Pontiso avait publié quelque chose de beau dans la fin des années 90. Le même patient, dans le temps, on voyait qu'il flippait une fois de temps en temps, mais ils n'étaient jamais les deux en même temps. Ici, on regarde 29 patients qui étaient co-infectés, donc ils avaient de l'HCV-RNA, c'est pour ça qu'ils ont été traités, mais ils avaient aussi des marqueurs d'exposition à l'hépatite B, que ce soit un node-chain de surface ou un core. Et puis ces patients-là ont réactivé le B en négativant leur HCV-RNA. Et puis ça semble avoir été quand même assez sévère, parce que il y en a 2 des 29 qui sont morts, un qui a nécessité une greffe, puis 6 qui ont été hospitalisés. Donc, c'est quelque chose, on devrait garder un coup d'œil là-dessus quand on traite des patients co-infectés. Je vais aller un peu plus rapidement, juste pour dire rapidement, j'ai Jean-Pierre ici. Dernière fois qu'on a eu un nouveau traitement pour l'hépatite B, c'était en 2008. Ici, pour la première fois, on commence à voir quelque chose. Ici, on regarde la technologie NAP, Nucleic Acid Polymers. Essentiellement, c'est des molécules amphipathiques, donc une partie lipophilique, l'autre qui est hydrophilique. Supposément que dans le corps humain, on n'expose pas beaucoup ces molécules-là, mais les virus qui nous infectent n'ont pas peur, eux autres, d'exposer des molécules amphipathiques. Puis l'idée, c'est d'en donner qui vont aller se fixer aux molécules amphipathiques du virus, OK, puis bloquer la machinerie. Ici, c'est ça qu'ils regardent pour affecter l'excrétion d'antigènes de surface, puis ne touche pas du tout à la synthèse d'HBV-DNA. Ça, j'ai pris ça de leur site web, puis on voit l'HBV-DNA qui descend assez rapidement chez les patients traités avec des NAP. Okay? Ici, c'est REP 2139, REP 2165, la compagnie Replicor, que je me comprends, une compagnie de Montréal. Il nous présente les données ici des patients qui ont l'hépatite B, et antigène, pas de cirrhose, un lead-in de tenofovir, avant d'introduire l'interféron, tout de suite avec la molécule de Replicor ou un délai. L'autre molécule ici, c'est une molécule amphipathique un petit peu plus longue, une nouvelle molécule de Replicor qui pense qu'il va avoir plus de stabilité à donner cette inhibition-là. Et en passant, cette molécule-là se donne une infusion intraveineuse de 2 heures, une fois par semaine. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est regarder après 6 mois, on commence à voir l'apparition d'anticorps B, surface antibody. OK, un phénomène qu'on n'avait pas vu avant. Les effets secondaires sur l'interféron, intéressant, ici, ils avaient des flares d'enzymes chez des patients antigènes négatifs. Un patient a fait une réaction à la 20e injection. Je ne sais pas si on va être prêt à réutiliser l'interféron pour le B, mais pour le delta, ça semble fort intéressant. Puis juste pour terminer ici, ça fait 2 ans que je vous parle de cette histoire-là, l'inhibition de transférase farnésyl, une étude de phase 2 qui a été faite avec des doses escalées de lonafarnib, inhibition de l'HDV-RNA, mais malheureusement pas bien tolérée à cause de diarrhée, ce qui était noté quand ce traitement-là était donné pour le cancer. Donc le futur, ça va être boosté avec du ritonavir, des doses plus petites, avec ou sans de l'interféron lambda. En conclusion, cirrhose décompensée, je pense que l'approche doit être individualisée. Pensez d'abord, on veut-tu greffe ou pas greffe pour ce patient-là? Et puis, quelles seront les conséquences du traitement? Le seuil du purgatoire merde, je ne sais pas c'est quoi, c'est-tu 20, 22? Je pense qu'à 18, on se sent pas mal à l'aise. Après ça, il faut regarder ça individuellement. Moi, un thème que j'ai trouvé entre les différentes choses qui ont été présentées, est-ce qu'il y a des changements au niveau du micro-environnement immunologique du foie
quand on enraye l'hépatite C, ce foie-là qui baignait dans l'interféron. À ISOL, ils nous ont parlé d'un taux de récidive d'hépatomes plus élevé dans les mois qui suivent le traitement. Ici, on nous parle, chez les patients cirrhotiques, de peut-être des hépatomes plus agressifs dans les mois qui suivent le traitement, des récidives d'hépatite B dans la co-infection qui semblaient moyennement agressives, et puis, en tout cas de mon observation à moi, des patients qu'on traite pour l'hépatite C dans le contexte de greffe qui ont un rejet, même en ne changeant pas l'immunosuppression. Toujours dans le sujet de l'immunologie, l'immunothérapie pour l'hépatome s'en vient, puis il va peut-être nous faire voir le monde d'une différente manière. Le dépistage pour les hépatocarcinomes demeure important pour les hépatites B et C, et puis il y a des nouveaux traitements qui s'en viennent pour l'hépatite D. Enfin, je pense qu'on est à l'horizon. Et puis, si je peux me permettre de conclure, ma grande diapositive, on est maintenant capable de guérir presque tout le monde pour l'hépatite B. Puis ici, on a le petit Bart Simpson qui est assis dans la classe, puis la maîtresse a dit « So you see, children, there is hope for anyone. » Le petit Bart, il lève sa main, il dit « Even me? » Le prof a dit « Non. » Puis pour terminer, juste remercier les gens de l'Industrie pharmaceutique qui sont empressés de m'envoyer les diapos le plus rapidement possible afin de préparer cette présentation-là dans un délai relativement court. Merci.